Merci d'abord de m'avoir invité à ce colloque qui, du coup, se passe par écran interposé. Donc, c'est jamais facile, mais je vais essayer quand même de faire comme si on était en plein débat. Moi, je pense que l'action publique, effectivement, n'est pas totalement efficace dans notre pays, mais je voudrais dire aussi qu'elle n'est pas nulle. Il faut commencer par là, c'est-à-dire que nous avons effectivement beaucoup d'amortisseurs, comme on dit de façon un peu vulgaire en termes de langue française, euh, grâce à cette action publique. L'action publique, l'État, le gouvernement bien évidemment la mettant en musique, et les collectivités territoriales jouent un rôle différent depuis la décentralisation. Mais il faut, pour comprendre pourquoi on a tellement de difficultés aujourd'hui, il faut faire un tout petit peu de constat historique, mais pas ni crainte, je ne vais pas remonter à la nuit des temps. Mais après 1981, on donne en fait un pouvoir d'exercer pleinement des compétences sans tutelle ou avec une tutelle à bas bruit. Il faudrait faire un débat là-dessus, mais peu importe, aux collectivités territoriales. C'était une avancée formidable. Et au fil des années, après cette décentralisation voulue par François Mitterrand et les socialistes et bien d'autres avec eux ensuite, on n'a pas vu venir un défaut majeur de la décentralisation. Ce défaut majeur, c'est la concurrence entre les collectivités locales. Bien évidemment, pour que les collectivités locales puissent agir avec leurs nouvelles compétences et surtout leurs compétences, j'ai envie de dire, de plein exercice, il faut qu'elles aient des recettes, il faut qu'elles aient des ressources. Et la ressource, elle s'appuie à la fois sur les habitants, foncier bâti, taxe d'habitation, sur l'activité économique, essentiellement parce que la terre agricole, le foncier non bâti rapporte assez peu, mais aussi le foncier bâti industriel qu'il ne faut pas oublier. Et là, à bas bruit, tranquillement, j'ai envie de dire, mais avec beaucoup de fossés qui vont se creuser entre les collectivités locales, s'exerce une concurrence. Moi, maire, je voudrais bien avoir l'installation de telle entreprise. Cette entreprise, elle va peut-être partir là-bas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux baisser le prix du terrain. Je peux lui dire que l'assainissement sera gratuit. Je peux essayer de... Je l'attire. Et il y a une concurrence. Or, la concurrence, c'est pas une valeur. Hein. C'est un état, une concurrence qui se crée et qui fait que, eh bien, on tire vers le bas. Et ceux qui peuvent tirer vers le bas et le plus bas, c'est comme les grands groupes par rapport aux TPE, c'est comme Amazon par rapport à notre commerce en ce moment, ce sont les collectivités qui ont le plus de moyens. Et donc, la décentralisation, formidable avancée, crée une concurrence et creuse les inégalités territoriales. Parce que pendant qu'on tire à la fois sur le terrain qu'on va donner à l'entrepreneur, sur l'assainissement, parce qu'on tire sur tout, eh bien, on a moins de recettes pour rendre service à la population. Et je prends toujours un exemple, un seul. Les maires, les collectivités territoriales, aidées par les départements à l'époque, et les régions pour les lycées, sont très attentifs à l'école, au collège, au lycée. Tout cela progresse. Mais après l'école, il y a l'aide à l'enfance, non pas simplement en difficulté exercée par les départements, mais l'aide aux devoirs, la garderie. Et ça, vous le trouvez dans des grandes villes, des villes moyennes, mais vous ne le trouvez pas dans une commune rurale. Et des petites inégalités à bas bruit se créent parce qu'il faut faire avec des bouts de ficelle. Alors, c'est un jour un parent qui prend 5 enfants, un jour un autre, et j'en passe. Et donc, vous créez des inégalités parce que le service ne peut pas être créé par votre collectivité. Alors, on va répondre. On va répondre grâce à l'intercommunalité. Donc, grande réforme après la décentralisation, on remonte des marches. La première marche, la plus importante à mon avis, c'est l'organisation territoriale de la République, l'Interco, portée par, y compris des Jacobins comme Jean-Pierre Chevènement, qui en a souvent beaucoup parlé comme étant cette marche indispensable de l'action de la République. C'est vrai que l'intercommunalité permet
à des communes rurales, par exemple, d'avoir accès à des services petite enfance. Et on répare une inégalité. Et on croit qu'on a presque atteint le bon niveau lorsque le gouvernement, soutenu par un Parlement qui ne fait pas l'analyse des collectivités territoriales, fait deux fautes majeures, me semble-t-il. La suppression de la taxe professionnelle, qui met en grande difficulté les collectivités locales parce que quand vous installez une entreprise, vous dépensez en infrastructures locales et vous n'avez plus de retour, sauf le foncier bâti. Et là se recrée un match qui va avoir le foncier bâti industriel, parce que celui-là reste. Et vous avez ce que on peut, je veux dire, on va pleurer même là-dessus sur nos entrées de villes, de petites villes, etc. Ces espèces de boîtes à chaussures qui se créent pour essayer d'attirer du foncier bâti, puisque plus de taxes professionnelles. Deuxième faute majeure, me semble-t-il, récente, c'est la taxe d'habitation. Pourquoi? Parce que on gèle la recette de la collectivité là où elle est à l'année N, et celui qui va être obligé d'accueillir de la population va se dire, certes, je vais accueillir de la population, mais je n'aurai plus que le foncier bâti. Je n'aurai plus cette taxe d'habitation payée par tout le monde, bien sûr limitée à 4% du revenu imposable avant qu'on parle de ces suppressions, mais recette dynamique. Et aujourd'hui, je vois quoi dans des collectivités locales? Eh bien, faire du locatif, par exemple, avec un office d'HLM, quelle qu'en soit sa nature, public ou privé, ou enseigne, peu importe le support juridique, fait que souvent on lui dit, je vous servirai autant en foncier bâti, j'espère que vous n'aurez rien, donc je vais prendre en charge vos parkings, etc., etc. Je commence à toucher en négatif la question du logement. Parce que si je perds la taxe d'habitation, quel que soit l'effort que je vais faire pour avoir, par exemple, du logement social, je n'aurai pas de recettes en retour. Et vous vous trouvez là devant des élus qui ont envie d'avoir ces logements dits sociaux, mais qui se posent quand même la question après de la recette. Parce qu'elle est fichée à l'année N, elle n'est pas figée en fonction du nombre de logements, elle est figée à l'année N. Donc, on est en train de poser les questions à l'envers. Au lieu de raisonner action publique et collectivités territoriales, par exemple sur la question du logement, on raisonne sur l'individu ou la famille. Et l'individu ou la famille, on lui dit, je vais supprimer la taxe d'habitation. Certes, mais comment l'individu et la famille va-t-elle pouvoir, avec l'aide de qui, générer le logement dont elle a besoin? Donc, je crois que dans cette histoire par palier, ce qu'on ne fait pas pour valoriser cette action publique des collectivités territoriales, c'est à chaque fois, on ne fait pas le parallèle entre la compétence et la recette. Et à chaque fois qu'on cherche à baisser soit des impôts, la taxe professionnelle, soit des impôts économiques, soit des impôts tout court, la taxe d'habitation, eh bien, on met en danger l'action publique. Donc, je crois qu'il manque dans ce pays une réflexion sur compétences, exercice des compétences et fiscalité. Ensuite, pour améliorer l'action publique, moi j'ai porté ça et j'ai eu beaucoup de mal parce que il y a une conception verticale de l'action publique. Et on est tellement dans la verticalité dans notre pays que les élus se sont organisés en maire des grandes villes, maire des villes moyennes, maire des petites villes, maire des communes rurales, maire des communes du littoral, maire des communes de montagne, verticalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à travailler, à se couler dans un territoire en disant comment moi, grande ville, avec moi, commune rurale, avec moi, commune touristique, etc., comment on peut travailler ensemble dans notre interco, par exemple, pour générer un certain nombre de services. Je pense un sujet de recherche pourrait être, par exemple, le logement saisonnier sur le littoral ou
ou en montagne, ou à Paris, par qui il est porté, etc. Par personne. Par personne. Donc, on n'a pas cherché à travailler en territoire suffisamment. C'est-à-dire que l'interco est devenu un passage obligé. Et moi, je trouve de plus en plus de maires qui disent l'intercommunalité a trop de pouvoir et moi, j'en ai pas assez. Et qui ne se reposent pas la question de l'histoire et du fait que la ressource a permis de créer de nouveaux services dans les petites communes, par exemple, ou dans les quartiers, même si c'est beaucoup plus difficile. On ne se pose plus la question comme ça. Donc, je crois qu'il faudrait remettre en chantier le travail de territoire pour répondre aux inégalités en disant, par exemple, moi, je suis une grande ville. Comme je suis une grande ville, je suis attirante, les loyers sont élevés. Telle entreprise demande à s'installer chez moi ou dans ma métropole. 80% de ces salaires vont équivaloir à un SMIC. Eh bien, il y a un vrai problème. Parce que les gens qui sont au SMIC dans cette grande ville auront du mal à trouver du logement. Ou bien vont habiter à 30 km et vont avoir une double peine, c'est-à-dire petit salaire et gasoil. Et on retrouve des gilets jaunes. Et je crois qu'on a un vrai souci de recherche comme ça d'équilibre en disant si l'entreprise X qui veut s'installer à 80% de ses 50 salariés qui seront au SMIC, à quel endroit sera-t-elle le mieux installée pour que ceux qui ont les plus petits salaires aient accès à un logement sans faire 40 km le matin et 40 km le soir, ou pire, être noyé dans les bouchons. Bref, ce travail-là ne se fait pas. Alors moi, j'ai espéré qu'on puisse réunir tout le monde autour de la table, l'État, la région, le département, les intercos. Ça s'appelle la conférence territoriale de l'action publique. Et pour qu'on puisse discuter ensemble sans forcément prendre de décision à chaque fois, mais dire, voilà, on a telle inégalité évidente ou telle crise. Ici, il y a Nokia. Nokia, c'est une crise majeure pour nous avec Hop à Morlaix, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire tous en fonction de nos compétences pour amortir ce choc? Le département, avec à côté de ses collèges, l'aide bien sûr immédiate à ceux qui seront en grande difficulté. La région qui pourrait peut-être, dans un de ses lycées, trouver 2 salles et quelques profs volontaires pour faire un peu de reconversion. Elle a la formation professionnelle en compétences partagées avec l'État. Vous voyez, ces conférences territoriales de l'action publique, pour moi, c'était le lieu de l'horizontalité, le lieu où les niveaux se retrouvent et parlent ensemble. Je pense important pour que l'action publique soit plus efficace, qu'il faut opérer sur nos territoires comme l'État devrait le faire. L'État a quel défaut? L'État, il va faire des zones d'éducation prioritaires, il va faire des zones de sécurité prioritaires, il va faire des zones de préservation naturelle, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et tout ça en silo à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on peut faire sur tel territoire compte tenu du fait que c'est un territoire à protéger, etc. Et on a essayé de répondre. On a créé ce qu'on a appelé les directions interministérielles, les DDI, directions départementales interministérielles. Et qu'est-ce que j'apprends là récemment? Que les directions départementales interministérielles passent au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un préfet chargé de l'action interministérielle, alors que, je rappelle, et c'est la même chose au niveau des régions, l'éducation ne peut rien faire et rien dire, la santé, c'est l'ARS, et je ne parle pas de la DGFiP, enfin, et ce qu'on appelait, nous, le trésor public. Donc, on se retrouve avec une direction interministérielle qui n'a pas toutes les compétences autour de la table de façon obligatoire. Moi, je crois que les DDI doivent dépendre du Premier ministre et pas de qui que ce soit d'autre. De la même façon, sur les territoires
en faisant un parallèle hasardeux, où vous trouvez les régions avec leurs compétences, les départements et les intercos, il faut qu'il y ait de l'interdiscussion. Est-ce que dans tel endroit, on ne pourrait pas gérer un lycée et un collège en même temps parce que c'est une cité scolaire et puis dans tel autre, là ce serait le département, dans tel autre, ben, il y a un lycée professionnel, un lycée technique, un collège, ben, la région pourrait gérer le tout. Pourquoi? Parce qu'on a 3 types de personnel. On a les personnels qui dépendent de la région, les personnels qui dépendent du département et ceux qui dépendent de l'État. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On dit, ben non, là, on fait une analyse aussi froide que possible, mais aussi noble aussi que possible. Parce que la politique, c'est ça. C'est à quel endroit est-ce que je peux être, moi, action publique, qui n'est qu'un levier, toi t'en as un autre, toi t'en as un autre, à quel endroit on peut être ensemble le plus efficace? Moi, je pense que la conférence territoriale de l'action publique doit nous conduire à ça. On a appelé ça l'expérimentation. Malheureusement, c'est dans la Constitution, donc on ne peut pas faire de l'expérimentation, mais on pourrait faire au moins, pourquoi pas, des transferts de compétences. Avec un préfet autour de la table de la conférence territoriale de l'action publique qui dit, dans cette région, je suis d'accord, j'ai bien étudié tout ça avec vous tous, j'en appelle au gouvernement et le Parlement ratifiera in fine quand même, hein, naturellement. Je n'oublie jamais que c'est le Parlement le plus important. Pour que telle compétence soit exercée par les collectivités locales et de telle façon. Je crois qu'aujourd'hui, on a les outils, mais on a aussi les égos. Moi, préfet, moi, président de région, moi, président de département, moi, président d'interco, moi, j'ai dit, tant qu'on n'apprendra pas à dire nous tous ensemble, porteurs d'action publique, de l'organisation territoriale de la République, comment on n'avancera pas plus vite? Et je pense en particulier à 2 défauts majeurs que nous avons eus et que je veux aussi dire ici. Vous prenez nos relations, région, État, département, parfois même interco, à nos associations qui sont des piliers extraordinaires de notre vie collective. Moi, je dis toujours, la plus grande grève qui mettrait à genoux le pays, c'est celle des associations. Parce qu'on se retrouverait avec les bébés, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, etc. Tout le monde serait là dans la cour de la préfecture et on ne saurait plus quoi faire. Donc, nous avons un formidable réseau, mais ce réseau dépend beaucoup de la définition des politiques publiques, ce qu'on appelle les politiques publiques, même s'il faudra trouver une autre expression un jour. Un jour, il va y avoir un appel à projet pour réinsérer des personnes en très grande difficulté. Un jour, il va y avoir un appel à projet de la région pour sauver un certain nombre de sites, de grands sites où la biodiversité est encore intacte. Et l'appel à projet, ça veut dire quoi l'appel à projet? Ça veut dire que c'est celui qui a le plus de moyens qui peut répondre. Et comme vous avez des appels à projet sur tout maintenant, vous avez des appels à projet sur l'amélioration de l'habitat, vous avez des appels à projet sur l'aide aux devoirs, vous avez des appels à projet sur la réinsertion des détenus, vous avez des appels à projet partout et sur tout. Or, à chaque fois, c'est celui qui a le plus de moyens qui peut répondre. Donc, on a un vrai souci d'égalité ou de creusement d'inégalités. Oui, on creuse les inégalités avec de très bonnes intentions. Parce que l'appel à projet, c'est une nouvelle politique. Très bonne intention. Mais celui qui va répondre, c'est celui qui a les moyens de répondre. Et vous allez trouver dans les collectivités les plus riches, qui portent souvent les associations les mieux aidées aussi, vous allez trouver, ça va monter, la lutte contre les inégalités monte tranquillement, l'accès à la culture, tout ça s'améliore, pendant que dans d'autres collectivités qui ne peuvent pas répondre, ça va de fait descendre. Donc, la bonne intention, le fait aussi que, malheureusement, les ministères, mais parfois aussi les régions, disent ben, cette année, je valorise tel type d'action. Qu'est-ce qui se passe dans nos associations avec le maire qui fait une réunion en vitesse en disant comment nous, on peut émarger à cette demande?
On se met autour de la table, on a telle politique, on la réaménage pour rentrer dans les clous de la nouvelle politique de la région ou du département ou de l'État. Non, il faut qu'on ait tous dans la tête qu'il faut de la pluriannualité pour qu'on ait le temps d'installer des actions, de les développer et de les évaluer. Et c'est sans doute mon dernier point. Si on avait donné plus de place à l'évaluation de notre fonction publique à tous les niveaux, moi je pense qu'il faut confier l'évaluation au Césaire pour l'action régionale. Il faut avoir des conseils de développement qui aient un budget et puissent interroger des universitaires, avoir des petits, parfois des consultants, mais attention, consultants aussi qui font des copier-coller. Bref, si on évaluait, on trouverait tous ces défauts-là et on pourrait y répondre. Et je pense que c'est mon dernier point parce que le temps passe, mais on a de bons outils, mais il faut remplacer la concurrence par la coopération. La coopération, c'est une valeur. Je n'ai jamais trouvé de coopération qui tire les éléments, quelle qu'en soit la nature, vers le bas. La concurrence, c'est un fait, mais généralement, la concurrence, comme elle tire les prix vers le bas, eh bien, elle tire aussi l'action publique vers le bas. Donc, je pense qu'il faut trouver des instruments de coopération et mettre nos égos dans nos poches, arrêter d'avoir des organisations d'élus qui soient par silo, mais avoir des organisations par territoire. Comment la métropole parle à son tissu rural? Je pense quand on a créé les métropoles récemment, on n'a pas assez expliqué, dit, et surtout trouvé les moyens pour que les métropoles soient des porteuses de fonctions essentielles, la recherche, l'université, les mobilités, les grands nœuds ferroviaires, etc., etc. Et du coup, on n'a pas rendu les métropoles solidaires de leur territoire en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien, par exemple, loger vos étudiants. Aujourd'hui, on a des étudiants du milieu rural qui ne trouvent pas de logement dans la métropole d'à côté. Bref, toutes ces questions-là, on pourrait en citer énormément, sont des absences de coopération et de discussion entre les échelons et parfois de renoncement. Je ne crois pas qu'on règle le problème des étudiants en créant des BTS partout, par exemple. C'est ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce que celui qui est dans une famille qui n'a pas le droit aux bourses parce qu'ils sont arrivés à 1 550 € par mois, pas de bourse, eh bien, aura tendance à choisir, nonobstant Parcoursup, d'aller plutôt dans le BTS de proximité, parce que ça coûtera moins cher, qu'à l'université. Et donc, on est en train, pas à pas, sans bruit, de créer de nouvelles inégalités, y compris sur l'accès à l'enseignement supérieur. Parce qu'on a voulu régler le problème en mettant des BTS et des IUT dans les petites villes ou les villes moyennes, en oubliant qu'il fallait absolument préserver le choix et que ce choix ne devait jamais être un choix de finance par la famille. Or, ça l'est. Donc voilà, je crois qu'on a les éléments, on connaît les défauts, il faut pouvoir les écrire, les décrire et dire qu'ensemble, on peut faire quand même encore mieux, beaucoup mieux. Merci beaucoup pour cet exposé qui est particulièrement clair, qui porte un regard un peu cru sur la situation, avec une certaine forme de sévérité, tout en soulignant les atouts qu'on a, mais en même temps un certain nombre de dysfonctionnements importants. Ce qui me frappe d'un point de vue global, c'est presque une approche psychologique, c'est cette interpellation sur les égos, sur le fait que chacun a envie de bien faire. D'ailleurs, c'est sûr, hein, chacun a envie de bien faire et dans son domaine, à sa compétence, sa responsabilité.
et n'est pas enclin spontanément à développer du partenariat avec d'autres acteurs de l'action publique ou autour de l'action publique. Ça, c'est un élément frappant parce qu'on se dit là, on touche à des facteurs psychologiques et comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, Alors, pardon. pardon, je vous en prie. Vous avez avancé sur la question lorsque vous étiez en charge avec la CTAP, hein, la commission qui permettait aux différents acteurs au niveau. Il y a eu un mal fou après, hein, personne n'en voulait. Mais ça, je me doute. Et en fait, ça a été fait. Moi, je peux vous dire que dans toutes les discussions que j'ai avec les uns et les autres, il est énormément question de faire travailler ensemble. C'est exactement la démonstration que vous avez faite. Et à chaque fois, je rappelle, mais la CTAP existe. Elle a été mise en place pour ça. Et c'est presque, je dirais pas que les gens ne connaissent pas le dispositif, c'est pas vrai, mais le minorent complètement. Je ne sais pas pourquoi, alors que la loi le prévoit, vous l'avez mis en place, pourquoi c'est pas quelque chose qui fait référence tout de suite. Et pourtant, on arrive toujours à cette nécessité de travailler ensemble. Ouais. Je pense que vous en pensez. On peut peut-être faire quelque chose que le droit ne nous permettait pas de faire. Il faut aussi penser aux directeurs généraux des services, globalement parlant, secrétaires généraux, etc., etc. Si on a cette CTAP, et si le directeur des services du département a confiance dans le directeur des services de la région, je mets de côté les directeurs de cabinet, mais ça pourrait être de même nature, et s'ils ont confiance les uns envers les autres, ils prépareront la conférence territoriale de l'action publique. Parce que le rôle d'un élu, c'est d'avoir aussi des équipes, de savoir faire préparer un certain nombre de sujets par les équipes en question. Mais si on ne leur demande pas de le faire, si on ne demande pas au directeur général des services ou au directeur de cabinet en même temps de la région d'aller rencontrer tous les directeurs de département pour dire quels sont les sujets qu'on pourrait discuter ensemble, ça n'avancera pas non plus. Parce que l'élu tout seul ne pourra pas préparer tout ça. Donc, il y a aussi un travail à faire avec nos fonctionnaires territoriaux qui sont happés par le quotidien, comme les élus, qui naturellement ne sont pas attentifs, et c'est normal, à toutes les questions qui se posent sur un territoire, mais s'ils prenaient soin de se rencontrer et en ne disant jamais, comme je l'ai vu, ou en faisant, je vais faire un geste parce que c'est comme ça que je l'ai vu, c'est le directeur de la région rencontre les directeurs des départements, comme s'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de quelqu'un d'autre. Or, quand nous avions préparé ce projet, qui n'a pas du tout été celui qui a été voté in fine, hein, j'ai relu les documents grâce à votre colloque et franchement, on avait une loi qui était pas mal, hein, qui était préparée était mieux, mais bon, c'est la vie. Et on avait dit au fond, est-ce qu'on pourrait avoir des sortes de couples, hein, interco région, oui. qui soient puisqu'ils ont l'action économique ensemble, qui soient obligés de travailler ensemble. Mais on ne peut pas. Nul ne peut être obligé de travailler avec l'autre. Alors, ils le font parce qu'il y a des obligations concernant le sol. La région n'a aucune maîtrise concernant le sol, en dehors des terrains qu'elle achète, ce qui est pas le cas de toutes les régions. Bref. Mais je crois qu'on a mal préparé cette nécessité de coopérer, y compris de passer des contrats. On a mal préparé ça. Et j'avais vu par exemple qu'à l'INET, il n'y a pas de cours sur comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et moi, je l'ai vécu au niveau d'une interco toute neuve. J'étais maire et j'étais la première présidente de l'interco en question. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 2 ans, que les secrétaires généraux des petites communes étaient malheureux. Il a fallu que j'attende
J'aurais un pot un jour où le secrétaire général de commune me dit ouais, ben c'est dur pour nous maintenant. Je dis ah bon, pourquoi c'est dur pour vous maintenant? Mmh. Elle me dit ben parce qu'il faut qu'on gère à la fois ce qu'on gérait avant, il faut qu'on comprenne ce qui se passe à l'interco, Mmh. et c'est vrai qu'il n'était pas associé à la préparation des décisions. Et le directeur général des services de l'interco, quand il les réunissait, c'était non pas pour préparer un dossier à remettre aux élus, mais pour leur annoncer ce qui avait été décidé. Eh oui. Et le jour où on a dit ah non, on va plus faire comme ça, tout le monde va travailler sur Mmh. qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Mmh. Donc c'était sur la première question qui avait été prise en compte, c'était la petite enfance, où là, le secrétaire général de la commune X, 500 habitants, secrétaire de mairie, hein, 500 habitants, s'est senti aussi utile Voilà. que le secrétaire général de l'interco. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Quand je dis les égos, c'est parce que c'est même pas péjoratif. C'est que nul ne se dit tous les matins ah, qu'est-ce que je fais mal mon travail, quoi. Non. On trouve qu'on est plutôt bon dans ce qu'on fait, on est plutôt content en général de ce qu'on fait dans nos collectivités. Mais c'est difficile de se mettre dans la peau des autres. Donc il faut apprendre. Moi, j'avais fait rire tout le monde en disant bah, quand première interco, qui était une communauté de communes, la première avant de devenir une communauté d'agglomération, j'avais pris mon vélo, puis je suis allée en vélo dans les autres communes, toute seule, pour regarder, pour comprendre, parce que j'étais allée parfois à la mairie, mais je ne connaissais pas les communes. Or, toutes les communes connaissaient la ville-centre. Mais il y a travail à faire. L'action publique, elle doit devenir un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus charnelle. C'est pas le président de l'interco qui est très bon, c'est tous ensemble. Alors, il y a des bureaux des maires, il y a des tas de choses qui se font. Mais je pense que si on ne règle pas ce que j'ai dit tout à l'heure, la ressource, par une vraie réforme de fond sur les collectivités territoriales avec des recettes dynamiques, etc., etc., il y aura un tel sentiment d'abandon, de perte de moyens, qu'on aura du mal à faire avancer cette idée que la coopération et le contrat sont la solution. On peut prendre ce que dit l'Association des maires ruraux, qui compare la dotation globale de fonctionnement de l'État par personne dans une commune rurale ou dans une ville. Ça, ils le savent parfaitement, ça n'a pas de sens. Hein, mais en revanche, moi je pleure à chaudes larmes sur l'abandon de la réforme de la DGF. Parce que dans la réforme de la DGF qui a été votée, qui a été reportée d'un an puis abandonnée, on avait repris ce que nous avions travaillé il y a 15 ans au niveau de la région Bretagne, c'est comment, quand on apporte une ressource, on donne plus à ceux qui ont le moins. Principe de base. Et donc, l'idée de la DGF, c'était de prendre en compte le revenu moyen par habitant. C'était de prendre en compte ceux qui avaient des zones Natura 2000, par exemple, qui ne rapportent rien, mais il faut quand même entretenir les voiries qui les traversent. Prendre en compte tout ce qui fait intérêt général et apporter une ressource en ne prenant pas en compte seulement que le nombre d'habitants. Nombre d'habitants, mais on a déjà les kilomètres de voirie. On a, je ne sais plus le chiffre exact, je ne l'ai pas vérifié, mais on a quelques critères dont plus personne ne sait d'où ils viennent. Je crois qu'on a 37 ou 40 critères pour la DGF, mais on n'a pas les critères essentiels qui sont le revenu moyen par habitant, qui permettrait d'augmenter ce qu'on l'État apporte à ceux qui ont le moins. Et on toucherait à la fois à ce qu'on appelle malheureusement et malencontreusement les quartiers, les zones où il y a le plus d'habitat social, et des communes rurales qui n'ont plus le droit de faire des lotissements, par exemple. Et on rendrait un service à la terre entière en arrêtant de faire des lotissements uniquement pour avoir des moyens. Tout à fait. Parce que le quartier bâti est une recette.
Donc, je crois que si on veut lutter contre les inégalités et en même temps porter la grande crise environnementale, il faut coopérer. Il faut coopérer entre les différents échelons, mais de façon efficace. Est-ce que l'obligation rend efficace? Je ne suis pas certaine. Mais en même temps, il faut faire une réforme fiscale. Jean-Marc Ayrault voulait le faire à l'époque. Ouais. Et ça n'a pas été Voilà. Non. Une Et dernière. la DGF, je fais un appel solennel au gouvernement actuel, leur dire que le dossier de la DGF est toujours à Bercy, il a été voté, il pourrait être à nouveau voté. Et il pourrait permettre aux communes rurales et aux quartiers les plus en difficulté Oui. de faire mieux face à une situation terrible comme celle qu'on a aujourd'hui. On ne manquera pas de faire visionner votre propos à qui de droit. Et une dernière question par rapport à ce que vous dites. Il y a effectivement des réformes législatives importantes à envisager, que ce soit pour l'organisation du travail entre les différentes collectivités, sur la question des compétences, la question fiscale, etc. Mais question un petit peu provocatrice, vous parliez de l'INET ne forme pas à comment travailler ensemble aux cadres territoriaux. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas un peu la même chose vis-à-vis des élus? Je veux dire que normalement les associations d'élus, d'abord devraient être moins segmentées probablement. Vous avez raison. Là déjà, Il faut en refaire ça. il y a les niveaux de collectivité, il y a évidemment les sensibilités politiques, bien sûr, encore que ça, les élus savent dépasser ça à certains moments. Surtout dans les EPCI, etc., on voit bien que les sensibilités ont tendance à être de côté. Enfin, ça se traduit par des accords qui sont pas toujours très pertinents. D'ailleurs, moi, je suis partisane de l'élection suffragette Voilà, universelle voilà, à partir de 50 000 habitants. Hein. voilà, qui permettrait de redonner du sens politique. Et Mais d'avoir un projet. voilà, avoir un projet, absolument. Et est-ce que vous pensez pas qu'il y a tout ce champ-là qui est aussi, pour parler positivement de la dimension égo, comme vous le faites, de savoir, comme je sais pas comment exprimer ça, mais d'apprendre, enfin, de prendre conscience aux élus, quel que soit leur niveau, surtout à ceux qui sont avec des collectivités importantes, d'apprendre à associer et à travailler ensemble avec les autres élus de leur territoire, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas là un champ? Parce que objectivement, comme vous dites, on n'est pas spontanément enclin à partager la décision avec le voisin, même si c'est évident, même si c'est la gestion d'un lycée avec une école à côté ou un collège à côté. Voilà, chacun veut rester dans son périmètre, et parce que ça pose des problèmes techniques, financiers, etc. Mais en même temps, c'est une question de bon sens. Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a un champ qui est un peu prioritaire, Il y a un champ. Comment vous dire ça? J'ai envie de dire au président de région, vous avez votre association, l'ARF, l'Association des régions de France. Oui. Discutez entre vous, c'est bien. Mais pourquoi vous ne faites pas au moins 2 fois par an une rencontre ARF-ADF en posant, par exemple, avec vos services, en faisant des petits groupes de réflexion, le rôle de nos fonctionnaires, les cités scolaires, mais aussi les transports. Regardez, la bagarre sur les transports a été terrible, terrible. On disait un seul responsable de transport et après on délègue en fonction du territoire dans lequel on est. Je pense qu'on est suffisamment tous malins, intelligents et inventifs pour répondre à ça, mais personne n'a confiance en personne. Et du coup, ils disaient oui, mais ouais, dans certaines régions, ça se réglera, mais pas dans d'autres. C'est l'absence de confiance. On est dans une société de défiance de la part des individus. On le voit bien, on a vu la crise sociale, elle a été présente avant le confinement et la question de la Covid, hein, bien évidemment. La crise sociale, elle est profonde et c'est une crise de défiance. Mais cette défiance que vous trouvez dans la population et que tous les élus montrent en disant c'est dommage, cette défiance, elle existe aussi entre élus. Et donc, je ne fais pas confiance, moi, petite commune, à la ville moyenne. La ville moyenne ne fait pas confiance à la grande ville,
qui ne fait pas confiance à la métropole, qui ne fait pas confiance à la région et qui ne fait pas confiance au département. C'est quoi c'est une crise sociale. Nous sommes en crise sociale. Et la crise sociale que vous trouvez entre les individus, vous la retrouvez entre les élus. Et moi, si j'ai pas de message, parce que avoir un message, c'est de se situer peut-être en dehors, mais en tant qu'observatrice pendant quelques années, et au moins que nos grandes associations créent des petits groupes de travail sur qu'est-ce qu'on fait ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que, in fine, le Parlement va faire quoi? Il va cloisonner les compétences. Et s'il revient un texte bientôt, ce sera pour enlever un peu de pouvoir aux intercours, donner un peu plus aux maires. Mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi? C'est un constat d'échec. Si on prend ça, si on fait ça au Parlement, ça veut dire que le Parlement entérine que nous ne sommes pas capables, nous, sur les territoires, nous tous, de discuter entre maire et président d'interco. Or, le président d'interco est un maire. Et il a été élu par ses collègues. C'est quoi cette défiance? Alors on dit oui, mais moi, beaucoup de maires me disent oui, mais moi, je vais être réduit à gérer la porte de l'église et la façade de la mairie. Non. Et c'est mal ressenti, Madame Lourget, c'est mal ressenti par eux. Oui, mais si je lui dis, moi j'ai des amis maires à qui j'ai dit, bon d'accord, je te rends tout, compétences économiques, sociales, vas-y. Eh ben, tu vas faire quoi? Rien. Parce que tu pourras pas, parce que tu as 500 habitants et qu'on ne pourra pas créer un système qui permette à tous les services d'être de même qualité, sachant que tu es à 2 kilomètres de ton voisin qui, lui, a eu la chance d'avoir un gros foncier bâti partagé. Les DSC, des dotations de solidarité, ont été inventées pour ça. Reconnaissez aussi que dans les intercos, il y a des services qui se sont créés qui n'auraient jamais été créés autrement. Alors, il y a des services qui se sont mal créés. Tout le monde dans la ville moyenne, personne dans les communes rurales. Ça, c'est pas bien. En revanche, moi, j'ai l'expérience, pas très loin d'ici, d'où je vous parle, d'une halte garderie qui se déplace. Chaque collectivité, la communauté a aidé à construire un espace approprié aux règles normatives concernant les petits-enfants. Et vous avez un camion qui vient là, qui arrive, qui se colle à l'espace et qui est une halte garderie avec son personnel. Et donc, un jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on sera ici, on sera là. Samedi matin, on sera ici. Samedi après-midi, on sera là. Et vous avez la halte garderie qui permet, en particulier pour les familles monoparentales, mais aussi pour les couples, d'aller faire les courses, d'aller faire autre chose pendant 1 heure ou 2 heures. C'est de la coopération. Si on coopère bien, on va y arriver. Donc, c'est pas la peine de demander de reprendre la compétence si on n'est pas capable, sauf à écraser les gens d'impôts, de la conduire jusqu'à, non pas l'idéal, mais le réel. Je crois que c'est ça. Moi, je suis très triste d'entendre que l'interco est une captation du pouvoir des maires. Moi, je dis à l'envers, l'interco, c'est la porte ouverte à la possibilité de coopérer entre maires pour rendre service à notre population. Et si on peut, par exemple, moi, l'interco ici a pu créer un IUT dont je parlais tout à l'heure, on est très content parce que ça a apporté une vie étudiante, etc. Puis c'est dynamisant à tous les sens du terme. L'interco a permis aussi de mieux gérer des systèmes de portage de repas. Ça paraît rien, c'est beaucoup. L'interco, elle a créé un système de petits cars qui vont du centre de telle ou telle commune jusqu'au littoral, l'été, pour les gens qui n'ont pas de voiture, ou pour les jeunes qui ont envie d'aller à la plage. Ça peut paraître rien, c'est énorme. C'est redonner de la mobilité, des taxis à la demande, enfin on a des tas de choses qu'on peut faire ensemble. La vie quotidienne. Et moi je pense que quand on est maire, il faut se replacer dans
une typologie de famille, la sienne d'abord, dire qu'est-ce qui m'a manqué, et voir si ça pourrait être réglé au niveau de l'action publique. Et tel type de famille, je reçois des familles tout le temps, qu'est-ce que me demande la majorité des gens qui viennent me voir? Qu'est-ce qui leur manque? Ouais. Au lieu d'essayer de répondre au cas par cas, essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un fil conducteur de toutes ces personnes qui viennent me voir. Et je pense que là, on peut se dire, c'est comme, vous savez, si vous êtes maire et que vous avez créé des espaces verts avec des pelouses, si sur une de vos pelouses, les gens ont tous dans le même sens créé un espèce d'espace en écrasant votre herbe, c'est que votre herbe, elle n'est pas au bon endroit. Hein, parce que vous avez oublié de faire un passage de là à là, qui visiblement est très utile. Mais vous, pour tous les sujets, il faut faire ça. Mais il faut entraîner son personnel à faire la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élu arrête d'être technicien. Il arrête d'apprendre tout par cœur en termes d'urbanisme, d'occupation de ceci, de cela, de normes d'assainissement. Il a des services et l'interco, s'il n'en a pas, l'interco en aura. Mais lui, il réfléchit à c'est quoi la vie dans mon territoire? Qu'est-ce qui se passe bien? Qu'est-ce qui se passe mal? Et comment je demande au service d'essayer de me régler tel problème? De faire des propositions. Et là, il agglomère ses secrétaires de mairie, son président d'interco, son directeur général de l'interco. Ils agglomèrent en disant est-ce qu'on aurait un moyen de régler ça? Je pense que les élus sont tellement devenus techniciens qu'ils pourraient presque parfois régler le dossier d'appel d'offres tout seul, et que c'est pas ça leur boulot. Non. Pas ça. Bien sûr. Donc, reprendre peut-être la formation des élus sur quel sens a l'élu par rapport à l'action publique. Voilà. Passionnant. Ça mériterait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement, mais on va couper là. En tout cas, je vous remercie vraiment de tout cœur. C'était passionnant, c'était très clair et ça donne un éclairage complémentaire de ceux des autres. Franchement, merci beaucoup, Madame Lebranchu.